Bonsoir mesdames et messieurs. Donc je remercie Centre Sciences et monsieur le directeur du muséum de bien vouloir m'accueillir dans cette très agréable salle. C'est vraiment un plaisir d'être parmi vous. Donc merci d'être venu un lundi soir. Ce n'est pas fréquent hein, de faire effectivement une conférence un lundi soir. Alors comme vous l'évoquiez effectivement, ce que je vous propose c'est de faire un petit voyage dans le passé. Donc pour comprendre le changement climatique, il faut bien sûr remonter à des origines un peu lointaines pour le mettre en perspective avec ce qui se passe maintenant. Et pour pouvoir comprendre ce que le futur nous propose, ou ce que les futurs du climat nous proposent, parce que comme vous allez le voir, il y a plusieurs possibilités, et je l'évoquerai. Il ne vous a pas échappé que l'année 2022 a été particulière, avec pas mal d'événements. Et donc il est intéressant peut-être de faire un petit peu le tri dans ces événements, de voir si ces événements ont été attribués et sont attribuables au changement climatique, ou peut-être pas, voir s'ils peuvent se reproduire à l'avenir. C'est pour ça que la première diapositive que je vous propose, en fait, ce sont des photos. En fait, ces photos, elles illustrent un petit peu ce qu'on a connu cet été. Des périodes de chaleur, des canicules, parfois précoces, vous l'avez remarqué au mois de juin, des sécheresses, au moins une sécheresse du sol superficiel, des inondations aussi, alors pas forcément partout, mais certaines régions ont connu des inondations importantes lors d'orages, bien sûr les feux de forêt qui ont défrayé l'actualité dans le sud et dans le sud-ouest, mais pas que, parce que de plus en plus le massif de Sologne est confronté au risque feu de forêt, et ça nous le verrons. On a parlé beaucoup d'orages, notamment avec les événements de Corse. Les phénomènes de vent, ce sont toujours des choses qui arrivent notamment lors des orages, et puis, belle photo de grêlons, parce que notamment, le Centre-Val de Loire a connu des épisodes de grêle assez marqués, notamment le département de l'Indre, mais aussi le sud-ouest, la région bordelaise, au mois de juin, a été très très impactée. Donc en fait, la question qu'on peut se poser est celle-ci, c'est-à-dire l'année 2022, ces événements qu'on a connus en 2022, sont-ils des marqueurs du changement climatique? Peuvent-ils être attribués au changement climatique et vont-ils bien sûr se reproduire dans le futur? Et donc, à la fin de la présentation que je vais dérouler, on reviendra à cette question. On remettra chacune des photos et vous allez m'aider à remplir un petit tableau pour dire oui, non, peut-être, peut-être pas. Voilà. Donc ce sera une manière un petit peu d'intégrer tout ce que je vous aurai expliqué pendant tout cet exposé. Pour commencer, je voudrais insister sur une chose importante. Parce que la différence qu'on doit faire entre météorologie et climat détermine la compréhension des changements climatiques. Parfois, les climato-sceptiques se sont engouffrés dans cette brèche. Parfois, des célèbres climato-sceptiques ont fait exprès de mélanger les deux. Les conditions météorologiques, c'est quoi? Ben, c'est le temps qu'il fait aujourd'hui, c'est le temps qu'il fera demain, c'est le temps qu'il a fait sur un mois, sur un été, parfois même sur une année. Il y a une grande variabilité d'un jour à l'autre, d'un mois à l'autre, d'une année à l'autre. Alors que la notion de climat s'entend sur une durée plus longue. Alors il y a des normes internationales qui sont dictées par l'Organisation météorologique mondiale. Le climat, ce qu'on appelle la normale, c'est une référence de 30 ans. Et la normale de référence actuelle, c'est 1991-2020. On en a changé il n'y a pas longtemps, hein, le temps que tout soit recalculé, vérifié et tout. Hein. On est passé d'ailleurs le 28 juin dernier, on a quitté la normale 1980-2010 pour passer sur la 91-2020. Et donc ce climat, c'est quelque chose forcément de plus stable, de plus moyenné, mais c'est ce climat qui évolue, et non pas les conditions météorologiques d'un jour à l'autre. On caractérise le climat essentiellement par les températures, les pluies, le vent, l'ensoleillement, ce sont bien souvent les paramètres qu'on regarde. Et vous pouvez entendre parler parfois d'anomalies, ce qu'on appelle des anomalies en météorologie, et ce sont les écarts que vont avoir un jour donné par rapport au climat.
Quand on vous dit la journée de demain sera plus chaude que la normale, ben, c'est une anomalie par rapport à la normale du climat. Mais pour pouvoir étudier ce climat, eh bien, il faut travailler à partir de longues séries de données. Et on va voir qu'obtenir des longues séries de données n'est pas chose facile. Et grâce à ces longues séries de données, la climatologie pourra permettre de décrire l'évolution de ces paramètres. Alors justement, des longues séries de données. Si on veut comprendre le changement climatique, comme je vous ai dit, il faut remonter loin. Loin, mais très loin même. Parce que si on utilise seulement les données mesurées par la météorologie, on ne remonte que jusqu'au milieu, on va dire, du 19e siècle. On va dire fin des années 1850. Mais c'est très peu hein, à l'échelle du climat, 150 ans. Déterminer des tendances avec 150 ans de données, c'est quand même regarder à travers un petit prisme. Donc, il faut pouvoir aller beaucoup plus loin. Et pour ça, les scientifiques, les climatologues, les historiens aussi, ont travaillé sur des données dites indirectes qui permettent de remonter jusqu'à plusieurs centaines de milliers d'années. Alors, comment font-ils? Eh bien, les fameux carottages glaciaires, vous en avez entendu parler. Donc, ces carottages qui sont faits en Antarctique, au Groenland, des carottages de plusieurs centaines de mètres qui permettent de retrouver dans les bulles d'air emprisonnées dans les glaces, eh bien, de pouvoir voir la concentration de certains gaz. On verra après ce qu'on peut en tirer. Également connus, les cernes des arbres, les arbres les plus anciens, hein, certains arbres millénaires qui permettent de connaître un petit peu la température et la pluviosité des années au cours desquelles l'arbre a vécu. Un peu moins connus, les coraux, qui permettent aussi d'avoir une idée de l'évolution de température de la mer, parce qu'un corail s'agrandit d'1 mètre par siècle, et à l'intérieur de sa structure, on retrouve des éléments chimiques qui permettent de pouvoir restituer les variations de température de la mer. Alors, je vais vous montrer pas mal de courbes, je vais faire en sorte de les expliquer le plus simplement, et surtout de vous mettre en évidence ce qui est important de retenir. Là, vous avez un graphique qui est en fait le résultat d'un garrottage glaciaire. Donc, il a été édité dans le cadre du GIEC de 2007. Alors, ce qu'on voit, on va s'intéresser d'abord à la courbe rouge. Alors, on est ici, hein, et on remonte jusqu'à à peu près 700 000 ans en arrière. La courbe rouge, c'est la concentration en gaz carbonique. Donc, vous voyez que sa variation, hein, voilà, au cours des siècles, il y a une certaine variation, bien entendu, mais vous voyez très bien qu'à notre époque, la concentration en gaz carbonique n'a jamais été aussi forte que par le passé. D'ailleurs, le GIEC montre qu'elle était inédite depuis au moins 2 millions d'années. Et puis, il n'y a pas que le gaz carbonique qui est étudié dans ces carottages. Vous avez également le méthane, courbe bleue, et on voit qu'à notre époque, le pic atteint des valeurs jamais connues auparavant. Pareil pour la courbe verte, qui est un petit peu, on va dire, en pointillé, hein, c'est le protoxyde d'azote. Pareil, on a des concentrations jamais connues. Donc, effectivement, les carottes glaciaires nous montrent qu'il se passe quelque chose. Et en bas, vous avez une courbe noire qui est en fait une reconstitution, on va dire, indirecte des températures. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir là-dessus? On peut voir que entre deux pics, voilà, par exemple entre ces pics-là, qui représentent en fait les périodes interglaciaires, les périodes de réchauffement de la Terre. Alors que là, par exemple, nous sommes sortis depuis à peu près 20 000 ans d'une période glaciaire. Eh bien, entre deux périodes interglaciaires, il y a en moyenne, on va dire, 100 000 ans. Donc, ça veut nous dire qu'il y a des cycles du climat. On expliquera après pourquoi ces cycles. Hein. Mais on va surtout montrer, même si on ne le voit pas tout à fait sur cette courbe, mais sur les courbes suivantes, vous allez les voir, que la température elle-même a augmenté de manière importante. Alors si on se projetait un petit peu sur ce que pouvaient représenter nos territoires lors de l'ère glaciaire il y a à peu près 20 000 ans, eh bien ça ressemblerait à ça. C'est-à-dire une calotte glaciaire qui arrivait jusque chez les Anglais, une autre calotte qui descendait sur l'Europe du Nord, l'Europe centrale, l'Europe du Nord. On pouvait traverser la Manche à pied, il n'y avait pas d'eau, tout ça, c'était
des glaces et puis la période glaciaire. Donc on avait un paysage qui était totalement différent. D'ailleurs, si on prend des gravures rupestres très connues, on se rend bien compte quand on voit la grosse Cosquer qui est près de Marseille, qui avait été découverte, qui est immergée actuellement, mais qui ne l'était pas à l'époque. Hein. Quand on voit ce genre d'animal, un pingouin, bon, on se dit que cette zone vivait dans un climat qui était justement tout à fait adapté à ce genre d'animal. Pareil, bien sûr, la gravure du mammouth dans la grotte de Rouffignac en Dordogne. Donc, un passé qui n'avait rien à voir avec ce qu'on connaît maintenant, mais, et ça c'est très important, entre la dernière période glaciaire et aujourd'hui, à l'échelle de la Terre, il y a seulement 5 degrés de différence. Ça semble très peu. Et c'est important de retenir ce chiffre parce que vous allez le mettre en perspective après avec l'évolution des températures qu'on prévoit pour le XXIe siècle. 5 degrés d'augmentation de température en à peu près 20 000 ans. Retenez bien ça pour la suite. Alors on va se rapprocher un petit peu de notre époque. Là vous avez aussi une reconstitution des températures depuis le haut Moyen-Âge jusqu'à nos jours. Alors, vous voyez ici la courbe noire, ce sont les températures réellement observées depuis 1850, début des mesures de météorologie. Tous les spaghettis que vous voyez avant sont autant d'études qui ont été faites pour reconstituer le climat. Alors, des études qui ont été faites à différents endroits. Alors comment elles ont été faites? Elles ont été faites en allant, bien sûr, travailler sur les carottes glaciaires, sur les cernes des arbres, sur les coraux, comme je vous ai dit, mais en allant fouiller aussi dans des archives d'églises, dans des archives d'organismes qui ont permis, à l'aide de témoignages, par exemple sur la nature des récoltes à tel moment, de pouvoir dire telle période était plus chaude qu'une autre. Et on constate deux choses intéressantes. Vous voyez ici, autour de l'an 1000, vous avez toutes les courbes qui ont tendance à monter un petit peu par rapport à ce qui se passe avant et après. C'est ce qu'on appelle l'optimum du Moyen-Âge. Cette période a été un peu plus chaude que les périodes qui l'entourent, et on attribue ça en fait à une activité solaire qui était plus importante à ce moment-là. Donc il y a eu effectivement le climat qui a eu tendance à monter, à aller dans le sens d'un réchauffement. Ce que je ne vous ai pas dit, je vous l'explique de suite quand même, ce que vous avez à ordonner, le zéro, bien entendu, que vous voyez à gauche, ce n'est pas une température, c'est la référence de la normale actuelle, et ça nous permet de montrer les températures en écart à cette normale. Peu importe, ce qui est important de voir, c'est bien entendu l'évolution de tout ça. Vous avez aussi, vers 1650, entre 1600 et 1700, les courbes qui ont tendance à se tasser par rapport à ce qui se passe avant et après. Eh bien, c'est ce qu'on appelle le petit âge glaciaire. En gros, sous Louis XIV, effectivement, à ce moment-là, eh bien, il faisait plus froid. D'ailleurs, voici un tableau qui représente la Tamise à Londres. Je pense que la Tamise n'a pas été prise dans les glaces de cette manière depuis très 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 longtemps. Donc ça montre bien que cette époque-là était particulièrement froide. Alors rapprochons-nous maintenant de notre période, et là nous allons de 1850 jusqu'à, c'est 2012, cette courbe a été arrêtée à 2012, donc là on est sur les périodes de mesures météorologiques réelles, on n'a pas besoin de reconstituer, ce sont vraiment des mesures. On voit sur la courbe du haut les variations interannuelles de la température, tout à fait normales, mais on voit qu'à partir, on va dire, du milieu du XXe siècle, on commence à avoir une évolution qui s'accélère largement sur les 30-40 dernières années. C'est plus simple de les représenter non pas par courbe, mais par paquet de 10 ans, pour montrer que les 3 dernières décennies d'avant 2012, donc on pourrait rajouter un paquet qui correspond à la décennie 2010-2020, eh bien, on a les 3 dernières décennies, voire les 4 dernières décennies si on rajoute à la dernière, les plus chaudes depuis 1850. Et on verra après, quand on regardera les chiffres de Bourges et de la France, qu'effectivement, c'est sur les dernières années que les choses s'accélèrent. Donc si on retient
des chiffres sont ceux-là. Depuis la période pré-industrielle, donc globalement milieu du 19e siècle, le GIEC nous dit qu'on a pris 1,09 degré au niveau mondial. Donc retenez plutôt 1,1. En 150 ans, mettez déjà en perspective avec les 5 degrés qu'on était censé avoir pris en 20 000 ans depuis l'ère glaciaire. Déjà, vous voyez que ça accélère bien. Et en France, 1,7 degré. Alors pourquoi plus en France? Eh bien tout simplement parce que les continents se réchauffent plus vite que les océans. C'est une histoire d'inertie de l'océan, bien entendu. Voilà le quintet gagnant des années les plus chaudes. 2020 arrive en tête des années les plus chaudes, que ce soit à l'échelle mondiale, à l'échelle nationale ou au niveau local, à Bourges. Après, je vous laisse regarder, mais qu'est-ce qu'on constate? Que les 5 années les plus chaudes sont dans la dernière décennie. Donc là, effectivement, il y a quelque chose qui s'emballe, clairement. Et 2022, me direz-vous, 2022 n'est pas fini. Ce dont on est à peu près sûr, au vu des chiffres, je l'ai regardé encore ce matin, on pense très vraisemblablement que 2022 sera l'année la plus chaude au niveau français. On a actuellement au moins un demi-degré d'avance au 16 octobre, un demi-degré d'avance par rapport à 2020. Sur Bourges, c'est moins évident. Il faudra que le mois de novembre et le mois de décembre soient assez doux pour pouvoir avoir 2022 en tête. Si 2022 n'est pas en tête, il sera en deuxième ou en troisième position, mais pas plus bas. Donc vous voyez vraiment qu'il se passe des choses. Alors, 1,09 degré, très bien, mais 1,09 degré d'augmentation réparti comment? Eh bien réparti de manière assez hétérogène en fin de compte. Là vous avez une modélisation de l'évolution des températures depuis le début du XXe siècle jusqu'en 2012. Alors il y a des zones blanches où il n'y a pas eu d'études ou de modélisation. Donc on constate en fait que ce sont les régions russes, Amérique du Sud, qui ont les augmentations les plus fortes et qui dépassent 2 degrés. Et une petite zone, vous l'avez remarqué, qui est en bleu, c'est-à-dire qui a subi un petit refroidissement. C'est très particulier, c'est très localisé. En fait, ce refroidissement, il est dû tout simplement à la fonte des glaces du Groenland qui viennent se déverser dans l'océan et qui refroidissent l'océan à cet endroit-là. Ce qui n'a pas d'ailleurs, ce qui a d'ailleurs pour conséquence de modifier légèrement le régime des courants marins, et notamment du Gulf Stream. Alors, ce réchauffement, il se voit aussi, bien entendu, et ça on entend parler, sur l'évolution de la banquise. Donc là, vous avez deux représentations de ça, la première en croquis, qui vous montre bien que la banquise est en train de chuter en termes d'extension entre, on va dire, 1970 et de nos jours. Mais c'est encore plus parlant comme ça. Le liseré noir représente la moyenne, la normale, on va dire, de l'extension de la banquise sur la période moyennée entre 1979 et 2000. Donc c'est comme ça que devrait se retrouver la banquise en fin d'été. Sauf qu'en été 2007, des mesures ont été faites. La banquise, en fait, à la fin de l'été, c'était uniquement le liseré jaune. Et en 2012, fin d'été, c'était uniquement le liseré rouge. Donc vous voyez que la banquise vraiment est en train d'être mangée par les côtés. On se retrouve vraiment à avoir une perte de glace de mer au niveau du pôle Nord. Autre conséquence, c'est les glaciers de montagne qui régressent. 96% des glaciers de montagne qui ont régressé dans le monde. Une image célèbre, un glacier d'Alaska prise en 1941 et reprise en 2004. Bon, ça parle tout seul. Vous voyez, le glacier, il existe encore, mais il est très très haut. On a perdu énormément de glace sur ce glacier. L'augmentation du niveau de la mer, qui augmente en moyenne de 4 mm par an. Mais c'est important parce que 4 mm par an, ça fait 20 cm
depuis le début du XXe siècle. Alors évidemment, pour quelles raisons? Il y a deux raisons à cela. La première, c'est que les glaces terrestres, donc les glaciers, les glaces de l'Antarctique, les glaces du Groenland, commencent à se déverser dans la mer, ça c'est une première chose. Mais surtout, la chaleur engrangée par l'océan fait que l'océan se dilate petit à petit. Et ces deux raisons expliquent la montée de 20 cm depuis le début du XXe siècle. Alors maintenant qu'on a dit ça, on va se rapprocher des Bourges pour voir comment ça a évolué à Bourges. Alors là, vous avez trois croquis. On va s'intéresser d'abord à celui du milieu. Vous avez ici les températures homogénéisées, c'est-à-dire reconstituées en fonction, en tenant compte des déplacements des capteurs. C'est une analyse statistique qui est faite. Donc là, on a une série, on va dire, propre, hein, depuis 1878. Et là, j'ai intégré 2021. Donc la courbe du milieu sont les températures moyennes. Toutes températures confondues de la journée, en moyenne sur l'année, et puis on fait une succession des températures. Et j'ai mis une courbe plus, enfin, en gras au milieu, qui est une courbe lissée pour voir un petit peu comment se passe l'évolution de ces températures. Et alors ce qu'on va en tirer de ça, c'est l'enseignement suivant. C'est qu'à Bourges, en 143 ans, on a pris 1,9 degré. Donc vous voyez, 1,7 degré au niveau de la France, 1,9 degré à Bourges, on est à peu près dans les mêmes ordres d'idées. Mais vous voyez que sur les 40 dernières années, l'accélération des températures est forte. La courbe du bas, ce sont les températures minimales. C'est-à-dire que là, on a pris uniquement les températures les plus froides des journées, on a moyenné sur l'année. Et là, on a pris 2,7 degrés en 143 ans, avec toujours une accélération sur les 40 dernières années. Donc, en fin de compte, la température augmente, mais surtout sur les températures de la nuit, plus que sur les températures du jour. Sur les températures du jour, température maximale, tout de même 1 degré sur 143 ans. Donc voilà, même chez nous, il se passe des choses. Alors, on revient à cette histoire d'été qu'on a connue. C'est intéressant de regarder justement les étés. Depuis 1947, alors pourquoi 1947? Parce que là on raisonne à l'échelle d'une zone climatique, ce sont les températures agrégées à l'échelle d'une zone climatique, donc on prend en compte toutes les stations qu'on a, et pour être sûr d'en disposer de toutes, eh bien on part de 1947. Là vous avez une représentation des températures de tous les étés, depuis 1947 jusqu'au dernier été 2022. Ce qui apparaît en bleu, ce sont les températures qui sont sous la normale, en rouge, au-dessus de la normale. Alors, première chose qu'on constate, 2003. 2003, garde la tête, les étés les plus chauds. Mais, quand on regarde 2003, avant 2003, il n'y a pas eu d'été aussi chaud que 2003. Après, ben, il n'y en a pas eu non plus. 2003, en fait, était une exception. Sauf que, ce qui se passe maintenant quand vous regardez la quantité de bâtons rouges qu'on a maintenant. C'est-à-dire, quasiment tous les étés depuis 2014-2015 sont au-dessus de la normale. Ça montre réellement qu'il y a un changement non pas exceptionnel comme 2003, mais un changement structurel. Donc là, vraiment, on est en train de rentrer dans quelque chose qui montre une évolution forte. Et si on voulait faire une tendance entre ce qui se passait ici et ce qui se passe ici, ben, la courbe de tendance, elle ferait ça. Donc on voit bien que sur les 40 dernières années, effectivement, les étés sont en train, bien sûr, de devenir de plus en plus chauds, ce qui n'est pas une surprise par rapport à ce qu'on a vu tout à l'heure. Mais voilà, 2022, du coup, c'est le deuxième été le plus chaud depuis 1947. On a battu un record en revanche. On a battu le record du nombre de jours chauds, ce qu'on appelle les jours chauds en météorologie. C'est les jours où la température maximale dépasse les 25 degrés. Et on a eu 76 jours chauds cet été à Bourges, sachant qu'un été c'est 3 mois, donc 90 jours. Vous voyez qu'il y a eu 2 mois et demi pendant l'été où les températures ont dépassé les 25 degrés. Ce n'est pas un record en revanche pour les températures au-dessus de 30 ou au-dessus de 35 degrés. Voilà, mais au-dessus de 25 degrés, c'est un record. Rappelez-vous de la canicule, la première canicule, 18 juin.
eh bien, on peut remonter, à mon avis, on peut remonter très loin, et je ne suis pas sûr qu'on en trouve des canicules aussi précoces que ce qu'on a connu cette année. Donc, ce que je vous disais, évolution très visible sur les 3 dernières décennies, qui traduisent bien l'effet du changement climatique. On a vraiment quelque chose de très très marqué sur l'évolution des températures estivales. Alors, comme je vous ai dit, le climat, ce ne sont pas que les températures, ce sont aussi les précipitations. Et là, on peut se poser des questions, parce qu'on nous parle beaucoup de sécheresse, d'intensification des sécheresses, de 2022 qui était particulier. Bon, là, vous avez depuis 1959 les précipitations sur l'année hydrologique. Alors, l'année hydrologique, c'est quoi? Ça part de septembre jusqu'à fin août. Hein, c'est comme ça qu'on les définit. Pour les hydrologues, c'est une période très importante parce qu'à partir de septembre, c'est normalement le début de recharge des nappes. Et pourquoi j'ai pris l'année hydrologique? Tout simplement parce que ça me permettait d'intégrer 2022. Si j'avais pris l'année civile, ben, on n'aurait pas eu 2022. Et vous voyez qu'en fait, je ne dis pas qu'il y a autant de bâtons bleus que de bâtons rouges. Donc les bâtons bleus, c'est plus que la normale, les bâtons rouges, c'est moins que la normale. Mais si vous arrivez à me trouver une tendance, là, dites-le moi, je ne la vois pas. Hein. Je ne la vois pas. Donc, commencer à dire les pluies à l'échelle annuelle sont de plus en plus importantes sur la région centre, ben non. Non, on ne peut pas dire. Alors, effectivement, il y a une petite tendance. Je vous mens un petit peu. Hein. Il y a une augmentation très légère, peu significative. Mais on verra plus tard hein, que cette augmentation, elle est plus importante sur les précipitations estivales. Effectivement, on a plus de pluie l'été. Et donc, notre année 2021-2022, en année hydrologique, c'est la 9e, la plus sèche de toute l'histoire des mesures météorologiques en région Centre-Val de Loire. Alors, ce n'est pas un record, mais la 9e, c'est quand même important. Hein. On est vraiment quand même sur une année sèche, hein, malgré tout. Alors, quelque chose d'intéressant à voir aussi, c'est que quand on parle de précipitation et qu'on a parlé de température, ben, on parle forcément à ce moment-là de ressources en eau du sol. Parce que le sol, il profite de quoi? Il va profiter bien sûr des pluies qui tombent, moins la pluie qu'on perd par évapotranspiration du sol et des plantes. Et là, vous avez en fait des courbes. Alors, vous allez voir, la courbe jaune, c'est la normale, une ancienne normale, 1961-1990, de l'évolution donc de l'humidité des sols de janvier jusqu'à décembre. Donc vous voyez naturellement le sol qui s'assèche bien entendu l'été et qui se réhumidifie bien entendu l'hiver. Vous voyez où est placée la normale? Il y a juste une courbe en dessous et c'est très informatif. Vous avez la normale 1981-2010, donc une normale décalée de 20 ans. Et on se rend compte que cette normale-là a tendance à être plus sèche que l'ancienne normale. On va dire dès le mois de février, on passe en dessous de l'autre, on conserve cette courbe en dessous jusqu'à environ le mois de septembre, le mois d'octobre. Donc ça c'est très intéressant parce que ça veut dire qu'il y a eu entre la fin du XXe siècle et puis globalement le début du XXIe siècle, un assèchement de la ressource en eau disponible des sols, par le fait, bien entendu, que les températures ont augmenté, donc l'évaporation a pris le pas, on va dire, sur les précipitations. Un assèchement assez limité, 2% seulement. À l'échelle nationale, c'est 4%, hein, il faut le savoir. Mais un assèchement qui est plus sensible au printemps et à l'été, donc forcément des conséquences derrière, parce que du coup, vous avez un allongement de la période en sol sec, et donc une demande d'irrigation forcément plus importante. Donc ça, c'est quelque chose à prendre en compte, et vous verrez que dans les simulations après, vous aurez quelques surprises. Les courbes du haut et les courbes du bas, au cas où vous poseriez la question, ce sont les records le record maximal de sol humide et le record maximal de sol sec connu dans la chronique historique. Et d'ailleurs, comment s'est passé 2022 en termes d'humidité des sols?
Alors c'est une courbe qui ressemble un peu à l'autre. Vous avez la normale, en fait, elle est représentée par les pointillés ici. Hein, voilà, vous retrouvez la normale. Et vous retrouvez notre indice d'humidité des sols 2022, avec ses fluctuations, bien entendu. Hein. Là, par exemple, rappelez-vous, fin juin, il y a eu des pluies assez importantes. Hein. Vous voyez le rebond de l'humidité des sols. Et puis après, on a eu juillet et août qui a été très sec. L'indice qui a dégringolé pour atteindre quasiment pas loin des records historiques connus. Hein. Quand on est dans le rouge, ça veut dire qu'on est dans une situation statistiquement qui arrive une année sur 10. C'est ça que ça veut dire. Donc, sol très très sec. Qu'est-ce qu'on peut dire de ça? On peut dire que 2022, de par le fait que c'était déjà la 9e année la plus sèche, combiné au fait que les températures étaient particulièrement chaudes, eh bien, on a un indice d'humidité des sols qui est très 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 en dessous de la normale, notamment en fin d'été. Donc une année vraiment particulière aussi, due à cette évapotranspiration. Donc, ça va être un peu un point d'étape. Je vais faire un petit peu un résumé des constatations. Pour l'instant, je n'ai pas parlé des prévisions, des simulations. Donc, qu'est-ce qu'on a dit? L'atmosphère s'est réchauffée. On a les 5 années les plus chaudes dans la dernière décennie. Les 4 dernières décennies qui sont les plus chaudes depuis 1850. Les chiffres d'augmentation que je vous ai donnés, de température, j'ai mis, oui, 1,07 c'est 1,09, excusez-moi, hein, j'ai oublié de modifier, voilà, il faudra que je le fasse, et de 1,7 à l'échelle de la France. Donc ça, c'est la première chose à retenir. La deuxième, c'est les 20 cm d'élévation de la mer depuis le début du XXe siècle. Donc, un rythme supérieur au rythme moyen des deux derniers millénaires, pardon. Perte de neige, perte de glace, nous l'avons vu, soit sur les glaciers, que ce soit sur la banquise. Et puis, on peut moins dire de choses sur les pluies. Pas d'évolution significative à l'échelle de la France. Une tendance à l'augmentation au nord, à une diminution au sud. C'est tout ce qu'on peut dire pour l'instant. Et comme nous, on est au milieu, ben voilà, pas dire grand-chose pour la région Centre-Val de Loire pour l'instant. Alors, c'est là que se pose la question de la multiplication des orages des pluies intenses. Et c'est vrai que ça défraie la chronique, et chaque fois que vous avez un orage fort qui provoque des dégâts, bien dans les journaux, vous voyez, voilà, c'est dû au changement climatique. Je vais vous décevoir. Scientifiquement, il n'est pas raisonnable de dire qu'un épisode pluvieux, qu'on a pu connaître à tel endroit sur notre région, puisse être attribué au changement climatique. Et pour quelle raison? Parce que ces épisodes pluvieux sont des phénomènes de petite échelle géographique associés à des orages. Un orage, c'est quoi? C'est une cellule orageuse, ça a à peu près 4 km de dimension. Alors vous me direz, parfois les orages, on les voit plus gros. Mais chaque cellule, c'est pas plus de 4 km. Donc ça passe à travers les mailles des modèles de simulation climatique. Donc on peut difficilement le voir. Il y aura des progrès, hein, bien entendu, à attendre dans les prochaines études, mais c'est difficilement qualifiable. En revanche, ce qu'on peut dire, c'est que les phénomènes extrêmes qu'on a vus autour de la Méditerranée, donc les phénomènes cévenols, les phénomènes méditerranéens, eux sont en augmentation. 20% d'augmentation depuis le début du XXe siècle. Mais là, on peut être un peu plus sûr. Pourquoi? Parce qu'un phénomène cévenol, lui, est un phénomène de plus grande échelle géographique qui peut être plus facilement modélisé. Voilà. Donc, l'humidité des sols va dans le sens d'un assèchement, nous l'avons vu, surtout au printemps et en été. Et puis, là aussi, dès qu'il y a une tempête, c'est le changement climatique. Désolé, pas pour l'instant, on ne sait pas. Parce qu'il y a toujours eu un nombre variable de tempêtes d'une année sur l'autre. On ne voit pas de tendance du nombre de tempêtes pour l'instant depuis le début du XXe siècle. Voilà. Donc là, on a fait la première étape qui était le constat depuis très très longtemps, 700 000 ans, jusqu'à la déclinaison locale, sur les dernières années, etc. Maintenant, on va essayer de comprendre pourquoi le climat a changé. Et puis, je vous ai dit, rappelez-vous la première diapo, une des premières diapos,
avec le cycle interglaciaire, glaciaire, etc., de 100 000 ans, ben, que le climat il évoluait pour des causes naturelles. Et la première des causes naturelles du climat, d'évolution du climat, ce sont les paramètres orbitaux. Et ça, c'est M. Milankovitch, en 1920, qui a établi cette théorie. Alors, pour faire simple, on ne va pas trop rentrer dans les détails parce que ça pourrait être vite compliqué. En fin de compte, eh bien, les paramètres orbitaux varient. On va commencer peut-être par le plus simple, par celui du bas. Hein, vous avez là l'orbite terrestre autour du Soleil, qui décrit normalement, c'est ce qu'on appelle que cette ellipse, eh bien, elle n'a pas tout le temps la même forme. Cette ellipse, parfois, elle peut se rapprocher d'un cercle. Donc, on comprend bien que selon que le Soleil va être là, que la Terre va être là ou là par rapport au Soleil, elle ne reçoit pas la même quantité d'énergie. Attention, ça ne change pas tous les ans. Hein. Ça change tous les, je crois, 400 000 ans, cette affaire. Hein. Donc, c'est très très lent comme évolution. Hein. Après, une deuxième chose, c'est que l'inclinaison de l'axe de la Terre par rapport à la normale du plan des rayons du Soleil, actuellement, elle est de 23 degrés 27 minutes. Hein. Mais cette inclinaison, ben, elle varie aussi. Ça évolue très très lentement. Donc, ça signifie qu'un point de la Terre ne recevra pas autant d'énergie solaire selon qu'il sera plus ou moins penché par rapport à l'axe des rayons du Soleil. Et après, plus compliqué, ce qu'on appelle la précession, pas facile à expliquer. Hein. En fait, la Terre tourne autour de son axe, mais il faut imaginer qu'elle tourne un peu comme une toupie, alors de manière très très lente. C'est-à-dire que, pour l'instant, le pôle Nord, il fixe l'étoile polaire, mais il peut y avoir des variations très très lentes qui fait que ce ne sera pas forcément l'étoile polaire qui sera fixée, mais l'étoile Vega. Donc, ce qui fait que, du coup, l'axe de la Terre bouge de manière très très lente. Et tout ça mis bout à bout, eh bien, ça explique, alors ça explique quoi? Mais ça explique cette variation que je vous ai montrée dans le premier croquis entre les périodes glaciaires et interglaciaires. Voilà, donc le climat, il évolue d'abord à cause de ça. Ensuite, il y a d'autres causes. Alors, des causes moins régulières, c'est le volcanisme. Là, vous avez en haut la température de surface depuis 1950 jusqu'à nos jours, de la basse atmosphère, donc au sol. Hein, voilà. Et là, vous avez la température mesurée dans la basse stratosphère, c'est-à-dire vers 20 km d'altitude. Et puis, il y a eu des événements volcaniques importants. Par exemple, là, c'était l'éruption du volcan El Chichón en Amérique du Sud, qui s'est traduit par une baisse très brutale de la température donc, de la basse atmosphère au sol, tout simplement parce que les cendres volcaniques qui se sont étalées donc, dans la haute atmosphère ont fait un écran solaire, donc la quantité de rayonnement solaire était moins importante. Et en revanche, au niveau des 20 km, une augmentation de température, parce que justement, ces poussières volcaniques piégeaient justement le rayonnement à cet endroit-là. Pareil pour le Pinatubo, hein, c'était au début des années 90, on retrouve à peu près la même chose. Donc ce qu'il faut retenir de ça, c'est que quand on a une éruption volcanique importante, avec un dégagement important de cendres, eh bien on peut avoir un refroidissement en surface de 2 à 4 dixièmes qui peut durer pendant 1 ou 2 ans. Donc le volcanisme est pris en compte dans les facteurs naturels d'évolution du climat de la même manière que les facteurs orbitaux. Et on le verra après dans les simulations, c'est quelque chose qui est vraiment entré dans les modèles de simulation. Alors après, il y a d'autres causes qui sont à la fois naturelles et à la fois anthropiques, c'est-à-dire dues à l'homme. C'est l'effet de serre. Alors l'effet de serre, ben, au départ, c'est quelque chose de naturel. C'est quelque chose à la fois de naturel, mais quelque chose d'essentiel. Comment ça marche? Bon, c'est assez simple. Le Soleil nous envoie son énergie sous forme de lumière visible. Cette énergie rentre dans l'atmosphère et l'atmosphère laisse bien passer le rayonnement solaire. Donc le rayonnement solaire va chauffer la Terre, très bien. Et comme la Terre se réchauffe, la Terre va émettre elle-même un rayonnement, mais celui-là on ne le voit pas parce qu'il est à l'infrarouge. Et ce rayonnement, cette perte d'énergie va repartir vers l'espace. Nous n'aurions pas notre atmosphère, ce rayonnement repartirait vers l'espace tout bonnement.
et on aurait moins 18 degrés sur Terre. On ne serait pas là pour en parler parce qu'il n'y aurait pas d'eau liquide, donc on ne pourrait pas vivre. Heureusement, on a l'atmosphère, et dans l'atmosphère, on a ce qu'on appelle les gaz à effet de serre. Les gaz à effet de serre vont avoir pour rôle de piéger une partie du rayonnement tellurique, du rayonnement de la Terre, donc en infrarouge, et d'en renvoyer vers la Terre, un petit peu comme une couverture chauffante, si vous voulez. Et cet équilibre-là permet d'avoir en moyenne 15 degrés sur la Terre. Donc là, tout va bien. C'est si on modifie un petit peu tous ces gaz que ça commence à ne plus aller. Alors, bon, ça c'est ce que je vous ai expliqué. Quels sont ces gaz? Ben, ces gaz, c'est d'abord la vapeur d'eau. La vapeur d'eau, c'est le premier gaz à effet de serre. Mais l'activité humaine a fait qu'on a rajouté quelques petits pourcentages de gaz à effet de serre autres que la vapeur d'eau, notamment bien sûr le gaz carbonique. Donc vous connaissez bien sûr l'origine du gaz carbonique, hein, la combustion des énergies fossiles, mais aussi le fait qu'on a déforesté pas mal en Amazonie, et forcément les arbres ayant pour rôle de récupérer le gaz carbonique. Si vous enlevez les arbres, vous en récupérez moins, donc forcément il en reste plus dans l'atmosphère. Le méthane, pourquoi on a plus de méthane dans l'atmosphère? Bien, c'est à cause notamment des cultures intensives de rizières, mais c'est aussi dû aux ruminants. Bon, les pauvres bêtes, on ne peut pas les empêcher de ruminer, bien entendu, hein, mais c'est un apport de méthane. Protoxyde d'azote, c'est l'utilisation intensive d'engrais azotés. Et puis il y a d'autres gaz qui ont été rajoutés, l'ozone, par tout ce qui est polluant industriel, polluant de transport. Et ce qui est formidable, c'est que l'être humain a réussi à envoyer également dans l'atmosphère des gaz qui n'existaient pas de manière naturelle. Voilà, notamment les chlorofluorocarbones, les CFC, provenant de l'industrie du froid. Donc l'effet de serre, c'est quelque chose de normal, quelque chose de naturel, à condition que les gaz acteurs de l'effet de serre soient en proportion équilibrée et normale. Si on en rajoute, forcément, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, le rayonnement infrarouge provenant de la Terre va être beaucoup plus ramené vers la Terre. On détruit un équilibre, et la seule manière que la Terre aura de rétablir l'équilibre, c'est de se réchauffer, tout simplement. Et donc, c'est là que les climato-sceptiques aussi, à une époque, ont dit, bon, ok, supposons que ce soit ça, mais qu'est-ce qui vous prouve que c'est l'être humain qui est à l'origine de ça? Eh bien, le GIEC, dans ses travaux, a fait faire des études, une multiplicité d'études un peu partout, en essayant de pouvoir resimuler l'évolution réelle du climat depuis le début du XXe siècle jusqu'à nos jours. Alors, ce que vous voyez en noir, c'est, de manière schématisée, l'évolution des températures telles qu'elles sont mesurées, la réalité. Et ils ont fait tourner les modèles de simulation en ne mettant d'abord uniquement dans les modèles les facteurs naturels, donc orbitaux, volcanisme et tous les facteurs d'échange, bien entendu, qui rentrent dans le climat. Et vous voyez que cette plage violette, qui est le résultat du modèle sans les facteurs humaines, n'arrive pas du tout à reconstituer l'évolution réelle observée de la température. Alors que, si vous mettez dans les modèles à la fois les facteurs naturels et l'ajout, enfin, et le rôle de l'être humain, justement, dans l'augmentation des gaz à effet de serre, eh bien, vous reproduisez quasiment exactement l'évolution de température. C'est ça qu'a fait dire le GIEC, hein, qui est très vraisemblable, en langage diplomatico-scientifique, très vraisemblable, c'est à peu près entre 95 et 98% de chances que l'être humain soit à l'origine de l'évolution climatique. Alors maintenant qu'on a dit ça, et qu'on a attribué le changement climatique à l'être humain, entre autres, eh bien on va s'intéresser au scénario à venir. À quoi est-ce qu'on peut s'attendre?
Alors, est-ce qu'on peut s'attendre? Ben là, la question est compliquée parce que ça va dépendre. Ça va dépendre de nos choix. Est-ce qu'on va continuer à émettre au rythme actuel? Est-ce qu'il va y avoir une prise de conscience qui fait que réellement il va y avoir une diminution des gaz à effet de serre, diminution drastique pour atteindre des objectifs comme par exemple fixés par l'accord de Paris, qui est très ambitieux? Est-ce que la réalité va être au milieu? Ça, on n'en sait rien. Et donc, les climatologues prennent en compte toutes les possibilités. Alors là, vous avez l'éventail des possibilités. Hein, ce qu'on appelle donc les scénarios climatiques. Et à chaque scénario climatique, en fait, est associée une augmentation, une plage d'augmentation de température. Nous, on va travailler essentiellement pour la suite sur les extrêmes, enfin, sur les extrêmes. C'est-à-dire sur le scénario, alors pas le plus petit, parce que le plus petit, bon, on peut considérer que lui, il est cuit déjà, à mon avis. Mais au moins celui-là, qu'on appelle le scénario optimiste, le 2.6, ce serait un scénario qui nous proposerait à l'échelle mondiale, tout compris, après on verra pour les déclinaisons plus nationales et locales, qui nous proposerait un réchauffement qui serait limité à 2 degrés par rapport au début du XXe siècle. On parle bien du début de l'ère pré-industrielle, d'accord? Donc, 2 degrés, alors que le scénario du pire, le scénario pessimiste, le 8.5, lui, proposerait en moyenne un réchauffement de 5 degrés par rapport au XXe siècle. Tiens, 5 degrés, ça ne vous rappelle rien? 5 degrés en 20 000 ans. Période glaciaire, période interglaciaire. Et là, le scénario du pire nous proposerait un réchauffement de 5 degrés en un siècle et demi. Je crois qu'on est sur un facteur 40, me semble-t-il. 40 fois plus vite. Donc voilà. Ce qui est intéressant aussi à retenir, c'est que, quel que soit le scénario, qu'on fasse des efforts ou qu'on n'en fasse pas, le scénario, l'évolution de température jusqu'au milieu du siècle est déjà écrit. Parce que vous voyez que toutes les courbes vont à peu près dans le même sens. Vous voyez à peu près ici, vers 2030-2040, eh bien, on a, quel que soit le scénario, la même augmentation de température. En revanche, après, sur la fin de ce siècle, vous voyez que le scénario optimiste a tendance à atteindre un maximum et à se stabiliser, alors que le scénario pessimiste, lui, continue son envolée. Donc c'est là que tout va se jouer. C'est-à-dire que les efforts qui vont être faits, si on arrive à faire des efforts, eh bien, ils porteront leurs fruits sur la deuxième moitié du XXIe siècle et pas forcément facilement maintenant. Donc on travaille vraiment pour l'avenir de nos enfants et pas forcément pour le nôtre. Alors, cette diapo pour vous représenter comment l'évolution de température pourrait se produire à travers le monde selon des réchauffements différents. Là, vous avez à gauche un réchauffement moyen, enfin global, de 1,5 degré, qui serait vraiment le plus optimiste des optimistes. Et on voit qu'il y a une très grande différence malgré tout entre ce qui se passe dans les régions, on va dire, équatoriales et ce qui se passe au niveau du pôle. C'est vraiment le pôle, au niveau du pôle Nord, que le réchauffement serait le plus important. Donc vous voyez un réchauffement de 2 degrés, déjà, bon, on commence à avoir des couleurs un peu plus chaudes partout, aussi également, enfin surtout sur le pôle. Et voilà à quoi pourrait ressembler la planisphère avec un réchauffement moyen de 4 degrés. On est vraiment dans des choses très très différentes et réparties de manière très particulière. Et au niveau des précipitations, toujours pareil pour les 3 réchauffements que je vous ai proposés, eh bien, on aurait une répartition qu'on peut synthétiser par ça, c'est-à-dire les précipitations devraient augmenter sur les hautes latitudes, donc nord et sud, ainsi que sur le Pacifique équatorial et certaines parties de régions en mousson. Donc, on va dire que plus de précipitations aux endroits où il pleut déjà beaucoup, et moins de précipitations dans les zones déjà désertiques. Donc, une intensification des extrêmes, ce serait un petit peu ce qui est attendu. Mais là, vous me direz, on est à l'échelle de planisphère,
qu'est-ce qui va se passer chez moi? C'est difficile, hein, on est un peu au milieu de tout. Mais ça, on va voir après ce qui peut se passer de manière plus locale. Justement, plus locale, ben, intéressons-nous à la France. Alors, on va construire petit à petit un tableau selon les deux scénarios. Donc, vous avez le scénario optimiste, là-haut, le scénario pessimiste, et vous avez différents horizons. Là, les deux premières cartes sont identiques parce qu'on est sur les cartes de la période de référence, c'est-à-dire la période climatologique comprise entre 1976 et 2005. Et là, vous avez l'échelonnement des températures sur la France. Alors, vous me direz, c'est très petit, mais ce qui m'intéresse, ce ne sont pas les chiffres, ça va être l'évolution des couleurs. C'est ça qui va être très intéressant. Et donc, on va avancer dans le temps, et on va aller à l'horizon proche, c'est-à-dire la moyenne climatologique entre 2021 et 2050. Et ça recouvre un peu ce que j'ai dit. Alors, à l'épaisseur du trait près, hein, bien entendu, bon, vous voyez ici sur la région centre, on a tendance effectivement dans le scénario pessimiste à avoir des couleurs qui deviennent un peu plus chaudes que là, mais si on regarde de manière globale, il n'y a pas une différence très très marquée entre les deux. Ça rejoint ce que je disais, c'est-à-dire qu'à l'horizon proche, le climat il est écrit quels que soient les scénarios. Parce que quand vous allez voir la suite, là vous allez voir des différences. Horizon moyenne 2041-2070, alors là, déjà ça va, c'est pas la même chose. Hein. Vous voyez qu'en région centre, vous avez une invasion, on va dire, de la couleur, de cette couleur-là, alors que on a tendance à avoir quelque chose qui n'est pas si différent que ça de l'horizon proche dans le scénario optimiste. Et vous voyez qu'au niveau, par exemple, du sud-ouest, on est en train de se réchauffer comme il faut. Et si on va au bout, là, vous allez voir une différence. Voilà. Ça, c'est très clair. Hein. Vous voyez, le réchauffement très très important sur l'arc méditerranéen. Le sud-ouest qui se réchauffe, alors là, pour vous indiquer, on est dans une plage entre 16 et 18 degrés en moyenne. Hein. On est entre une plage entre 14 et 16 degrés en moyenne, alors que la normale climatologique actuelle, elle est vers 12 degrés hein, sur la région centrale. Alors que vous voyez qu'il y a très peu de différence entre ce scénario, cet horizon et celui-là pour le scénario optimiste. Donc voilà, ça va bien dans le sens que je disais. Si on fait des efforts, eh bien on aura tendance à stabiliser l'augmentation de température pour la deuxième partie du siècle en scénario optimiste. Si on ne fait pas d'efforts, ça va être quasiment exponentielle l'évolution des températures. Alors, maintenant, voyons ce que ça donne sur la région Centre-Val de Loire. Alors, on n'est pas descendu jusqu'au niveau très très local, parce que vu les incertitudes des scénarios, on ne peut pas forcément. Alors, pour vous expliquer, peut-être que vous voyez ma souris là, ça va être plus simple. Donc, toutes les barres que vous voyez ici, ce sont les températures réellement observées jusqu'à présent. Et vous voyez ici les différents scénarios. Donc, celui-ci, c'est le scénario du pire. Celui-ci, le scénario optimiste, et un scénario médian, qu'on appelle le RCP 4.5. Donc, ce qui est intéressant de voir, encore une fois, jusqu'en 2050, quel que soit le scénario, on a une augmentation de température. Quel que soit le scénario. À partir de 2050, cette fameuse stabilisation de la température pour le scénario optimiste, cette envolée de la température sur le scénario pessimiste, et puis une augmentation de température sur un scénario médian. La plage de couleurs que vous voyez symbolise l'incertitude du modèle. Hein, c'est important, bon, parce que c'est bien de donner des chiffres bruts, comme je mets ici, hein, autour de 1 degré d'augmentation par rapport à maintenant, hein, pas par rapport au début de l'ère pré-industrielle, hein, mais par rapport à maintenant, 1 degré d'augmentation si on fait des efforts, et puis jusqu'à 4,5, 4,6. Alors 4,6, c'est la précision du trait violet gras, bien entendu, avec bien sûr l'incertitude qui va avec. Hein. Donc près de 5 degrés d'augmentation sur la région centrale de Loire. Mais si on regarde un peu par saison, ça c'est intéressant aussi, eh bien, par saison, vous retrouvez un petit peu la même chose qu'au niveau de l'année, c'est-à-dire des hivers plus doux, augmentation jusqu'en 2050, stabilisation à 1 degré
et pas plus pour le scénario optimiste, et plus de 4,5 degrés dans le scénario optimiste. Donc l'hiver, globalement, assez identique à ce qu'on a vu pour l'année complète. Là où c'est plus marqué, c'est sur les étés. Pareil, si on fait des efforts, on limitera l'augmentation des étés à 1 degré au milieu du siècle, stabilisation ensuite. En revanche, si on ne fait pas d'efforts, on dépasse les 5 degrés facilement, vu la plage d'incertitude. Hein, les 5 degrés, c'est la valeur médiane. Vous voyez, la plage d'incertitude est assez importante. Voilà. Pardon, des bêtises. Voilà. Alors pour les pluies, à quoi est-ce qu'on peut s'attendre? Mais là, vous voyez que sur l'année, eh bien, quel que soit le scénario, on a à peu près la même chose. C'est-à-dire une petite tendance à l'augmentation, vous le voyez, mais les scénarios sont tous à peu près superposés. Vous verrez que les tendances sont plus marquées à l'échelle des saisons, comme on va le voir après. C'est-à-dire qu'il y aurait pour chaque scénario davantage de pluie, bon, surtout sur les scénarios extrêmes, l'hiver, et puis l'été, moins de pluie, avec un manque de pluie beaucoup plus important sur le scénario pessimiste également. Donc ce fameux scénario pessimiste, il tire les extrêmes de chaque côté. Plus de pluie l'hiver, moins de pluie l'été. Avec bien entendu, persistance, une variation des pluies. Parce que là, on parle bien sûr à l'échelle d'un climat, c'est-à-dire une moyenne sur une grosse période. Il y aura toujours des années humides, des années sèches, mais en moyenne, on aura cette tendance-là. Alors, ça vous rappelle quelque chose, ça? L'évolution de l'humidité des sols. Rappelez-vous, alors, est-ce que j'ai mis... Voilà, rappelez-vous, c'était la normale 1961-1990. Et là, en vert, vous avez l'évolution donc du cycle d'humidité des sols sur un horizon proche pour un scénario pessimiste. Donc vous voyez que là, déjà qu'on avait vu qu'en début du siècle, on commençait à sécher un petit peu, là on assèche énormément. Et en fin de siècle, voilà le scénario. C'est-à-dire que là, ce qu'il faut retenir, c'est que si on ne fait rien, l'humidité des sols de la fin du XXIe siècle sera quasiment égale au record connu actuellement. Là, en termes de ressources en eau, on est clair qu'on est mal. Voilà. On ne va pas dire le contraire. Donc là, vraiment, sachant que la ressource en eau, c'est la combinaison de la pluie qui tombe et de l'évapotranspiration qui dépend, elle, des températures, voilà quoi on peut arriver. Et là, c'est quelque chose que les pouvoirs publics sont en train de prendre vraiment en considération parce que réellement, ben oui, ça pose des questions sur l'utilisation de l'eau, sur les arbitrages, sur tout ce qu'on veut. Hein. Donc, en termes de sécheresse des sols, de sécheresse agricole, on va dire, c'est quelque chose de très très important. Donc voilà, c'est ce que je disais. Ça se traduirait par un allongement de la période du sol sec de 2 à 4 mois selon les échéances. Alors là, 2 à 4 mois de sol sec par rapport à ce qu'on connaît actuellement, ça devient compliqué pour l'agriculture, clairement. Alors, très important aussi, les feux de forêt. On a illustré ça avec la photo en début de présentation. C'est un sujet que les pouvoirs publics sont en train de prendre vraiment avec sérieux. Et notamment depuis les feux de forêt de 2019 qui ont touché la région centre, notamment l'Eure-et-Loire, est-ce qu'il y a eu l'Indre aussi, qui étaient beaucoup de feux de culture d'ailleurs, ça a été important. Alors là, vous avez deux cartes. Alors, il faut savoir qu'en opérationnel, tous les jours, enfin en saison estivale, Météo France fournit aux pompiers des indices de feux de forêt qui qualifient en fait le danger météorologique, c'est-à-dire la possibilité que le couvert végétal puisse s'enflammer, si jamais, bien entendu, on fait en sorte d'enflammer, bien entendu. Je veux dire, ça ne va pas s'enflammer tout seul, mais le danger météorologique est un élément que les pompiers prennent en compte pour qualifier le risque opérationnel de feu de forêt. Eh bien, ce danger météorologique, qu'on appelle l'IFM, l'indice feu météo,
Vous voyez ici la représentation de ce danger météorologique. Alors, ça, c'est le nombre de jours sur une période moyennée entre 89 et 2008, où cet indice a atteint ou dépassé la valeur sévère. La valeur 40, mais peu importe, hein, ça ne vous dit rien, c'est la valeur sévère. Eh bien, on voyait qu'en moyenne, sur notre région, on était entre 3 et 6 jours selon les endroits. Dans un scénario intermédiaire, c'est ni l'optimiste ni le pessimiste, celui du milieu, le 4.5, eh bien, à l'horizon 2051-2070, on aurait ce risque de 1 à 3 semaines. D'ailleurs, je n'ai pas mis, j'aurais pu la rajouter, en fin de siècle, ce serait de 2 à 4 semaines. Voilà. Donc, 2022 est extrêmement représentatif de ce qui va se passer en termes de changement climatique. Parce que là, clairement, cette année, les 1 à 3 semaines de dépassement de l'indice de danger météo sévère, on l'a eu. Hein, voilà. Donc on est vraiment sur quelque chose qui marque bien, qui est un avant-goût du changement climatique en termes de feux de forêt. Une autre façon de représenter la chose, non pas en termes d'indice de feux de forêt, mais ça c'est une étude qui a été conjointe entre l'Office national des forêts et puis Météo France, ça a été de regarder un petit peu la manière dont les risques feux de forêt étaient représentés au niveau du territoire. Alors ça, c'est la référence 1989-2008, bien entendu. Bon, c'est logique que les risques maximum soient au niveau de l'arc méditerranéen. Il y a des risques, bien entendu, sur la forêt des Landes. Ça, c'était la moyenne de fin de siècle, début du siècle actuel. Et voilà la manière dont ils modélisent la suite. C'est-à-dire que la forêt des Landes deviendrait en risque aussi important que le massif méditerranéen, et surtout, le massif de Solone, qui deviendrait à risque aussi important qu'était le massif des Landes en début de siècle. Et là, ce qui s'est passé cet été, ben, c'était ça, hein. De toute façon, il n'y a pas photo. Donc, été 2022 égale ce qui nous attend dans en moyenne en changement climatique pour les feux. Donc ça, très très important. Autre élément important dont il va falloir tenir compte, ça va être l'augmentation des vagues de chaleur. Alors, ça c'est une représentation des vagues de chaleur qui ont existé depuis 1947. Je vous explique comment ça marche. C'est facile. Vous avez ici la durée de la vague de chaleur en jours, et vous avez ici l'intensité maximale atteinte par la vague de chaleur. L'intensité maximale en termes de température moyenne. Et donc, plus la bulle est grosse, plus la vague de chaleur a eu un impact sanitaire important. Donc, vous vous rendez compte, 2003, bien sûr, c'est la bulle la plus grosse, mais ce n'est pas la bulle, ce n'est pas la vague de chaleur la plus élevée. La plus élevée, c'est 2019, où on a atteint les températures les plus importantes. Je vous rappelle quelques chiffres malgré tout. 2019, 26 juillet 2019, il y a eu 44,4 degrés à Vierzon. Record absolu de température pour la moitié nord de la France. Ça vous donne une idée. Donc 2019 a été la canicule la plus intense, mais pas la plus longue. La plus longue, c'est 2006, moins intense. Donc vous voyez cette représentation, c'est juste pour que vous compreniez après la représentation de ce que je vais vous montrer en termes de simulation pour le futur. Alors voilà. Là, pour vous expliquer, nous sommes à l'horizon 2021-2050. Vous avez ici en jaune, avec les chiffres dessus, les vagues réellement observées. Donc toutes les vagues qu'on a identifiées tout à l'heure. Vous avez en orange les vagues. Alors, il ne faut pas regarder bien sûr l'emplacement de la bulle. Il faut imaginer ça comme un nuage de points, bien entendu. C'est une tendance. Hein. On voit que dans un scénario optimiste, à cet horizon-là, on aurait déjà beaucoup plus de bulles, de vagues de chaleur que ceux qu'on connaît actuellement, et déjà plus durables.
Alors, en scénario pessimiste, je vous rappelle qu'on est à l'horizon proche, il n'y a pas une grande différence. Bon, certes, bien sûr, on voit quelques vagues ici qui sont plus en scénario 2.6 que 8.5, mais globalement, on va retenir que la vague de chaleur pourrait déjà doubler par rapport à ce qu'on a connu sur la période 1980-2010. Donc déjà, doublement des vagues de chaleur. Et à l'horizon 2071-2100, fin de siècle, on aurait ça. Et là, on voit bien ce que je disais tout à l'heure, c'est que les bulles rouges qui sont associées au scénario pessimiste sont bien associées au fait que les températures ont augmenté de manière exponentielle. Vous trouvez également le scénario 8.5, le scénario 2.6 qui est le scénario pessimiste, qui montre aussi une augmentation des vagues de chaleur. Cela veut dire quoi? Ça veut dire, bien entendu, qu'on n'aurait pas une vague de chaleur qui durerait elle-même 90 jours, c'est pas ça que ça veut dire. Mais ça veut dire que tout cumulé, on pourrait avoir des vagues de chaleur qui se produiraient sur une période beaucoup plus importante, avec une période d'occurrence qui pourrait commencer fin mai pour aller jusqu'à début octobre, en termes de canicule. Et on augmenterait la fréquence, cette fois, par un facteur 5 au lieu d'un facteur 2. Voilà où on en serait si on était dans le scénario notamment pessimiste. Alors les vagues de froid, du coup. Alors la même chose, pour vous représenter ça, la durée en jours, l'intensité maximale, bien entendu, en température négative. Vous retrouvez ici 1956, qui a été la plus longue vague de froid, pas forcément la plus intense, c'est 1985. Vous voyez toutes ces vagues de froid qu'on a connues depuis 1947. Et voilà maintenant la manière dont on simule l'avenir des vagues de froid. Hop, voilà. Vous retrouvez vos vagues de froid connues, et vous voyez ici des petites bulles qui seraient la simulation des vagues de froid pour l'avenir. Bleu foncé en scénario optimiste, violet en scénario pessimiste. Il y en a beaucoup moins. Et si on va sur l'horizon fin de siècle, ben là, il y en a quasiment plus. Voilà. Donc, retenir que, à l'inverse des vagues de chaleur, eh bien, on diviserait par deux la période en scénario optimiste, et puis en scénario pessimiste, ben, les vagues de froid, il y en aurait presque plus. On ne dit pas qu'il y en aurait plus, il y en aurait quasiment plus par rapport à ce qu'on connaissait jusqu'à présent. Donc, je vais faire le même résumé que j'ai fait tout à l'heure pour la mise en évidence. Là, on va être plus sur les résultats de simulation. Donc, ce dont on est sûr, augmentation de température, qui va être forcément variable selon les scénarios. Elle sera limitée pour les scénarios optimistes et stabilisée à partir des milieux de siècle, donc limitée à 1 degré par rapport à actuellement. Et puis elle sera beaucoup plus forte, pouvant dépasser 5 degrés en été pour la fin de siècle dans le scénario pessimiste. Forte augmentation du nombre de jours de vagues de chaleur, c'est ce que je vous ai dit, avec le doublement dans un horizon temporel proche, un facteur 5 en fin de siècle en scénario pessimiste, des pics de chaleur plus élevés que les records actuels et plus longues, diminution des vagues de froid. Alors, comme on a vu tout à l'heure, rappelez-vous, peu d'évolution sur les cumuls annuels de précipitations, vous avez vu, les scénarios étaient tous les uns sur les autres, mais tendance à l'augmentation des pluies vernales et à la diminution des pluies estivales, surtout pour les scénarios pessimistes. Forcément, la température combinée aux précipitations modifie le cycle annuel d'humidité des sols de manière beaucoup plus nette, donc assèchement en toute saison, allongement de la période du sol sec de 2 à 4 mois, et donc surtout, en scénario pessimiste, en fin de siècle, on pourrait avoir un cycle annuel d'humidité des sols qui serait quasiment le même que les records minima connus actuellement. Impact sur le risque feu de végétation, ce que je vous ai montré. Alors là, je mets en bleu parce qu'on n'est plus dans quelque chose qui est certain. Donc, les épisodes pluvieux intenses, vous savez, les fameux orages dont je vous parlais, je vous ai dit qu'on n'a pas mis en évidence des évolutions. Bon, il y a eu des études dessus. Possible augmentation des épisodes pluvieux intenses, c'est ce qu'on peut dire, mais avec un niveau d'incertitude significatif.
Donc on ne peut pas vraiment se projeter avec certitude sur le fait qu'il y aura de plus en plus d'épisodes importants, comment dire, pouvant provoquer des inondations importantes sous orage. En revanche, ça semble beaucoup plus sûr sur l'arc méditerranéen. Déjà, on a remarqué qu'il y avait une augmentation, et là, les scénarios de changement climatique confirment cette augmentation. Pour nous, eh bien, il va falloir encore que des études alimentent les travaux du GIEC pour affiner ces résultats-là. Pour l'instant, on met un niveau d'incertitude important là-dessus. Forte incertitude concernant l'évolution des forts vents et des tempêtes. Vous avez vu tout à l'heure, je vous ai dit, on ne voit pas pour l'instant d'évolution, de tendance. Il y a une forte incertitude. Il y a eu des simulations. Voilà, on ne peut pas en tirer vraiment grand-chose pour l'instant. Et pas de résultats clairs concernant l'évolution des autres phénomènes, orage, grêle, foudre. Là aussi, donc, grêle, dès qu'il y a des grêles, c'est le changement climatique, ça va être... Eh bien, non, pas forcément. Alors, je vais quand même préciser une chose. Vous augmentez la température en un lieu. Vous augmentez donc le potentiel qu'a l'air de pouvoir accueillir de la vapeur d'eau. Donc, plus il y a de vapeur d'eau, plus vous allez former un nuage qui pourrait être précipitant, qui pourra former de la grêle et tout ça. Sauf que cette réalité-là, c'est un des paramètres de l'orage. Un orage, ce n'est pas uniquement dû à une forte température et à de la vapeur d'eau en surface. Ce sont d'autres phénomènes. Un orage, c'est globalement une dizaine de phénomènes qui viennent créer cet orage. Donc, ce qui est vrai dans le changement climatique pour l'alimentation en vapeur d'eau et en chaleur de l'orage n'est pas forcément vrai pour les autres phénomènes. D'où l'incertitude sur les orages. On ne peut pas être affirmatif sur la force des orages à cause du fait qu'il y a tous ces phénomènes-là qui rentrent en jeu. Voilà. Et donc forcément d'autres impacts, je ne les détaillerai pas, vous regardez un petit peu de quoi il peut s'agir, et je ne les détaillerai pas pourquoi, parce que là on rentre dans le domaine des autres organismes. Parce qu'à partir des travaux des climatologistes, eh bien les autres organismes s'emparent des résultats pour pouvoir simuler dans leur domaine les impacts du changement climatique et les manières d'atténuer ou les manières de s'adapter. C'est après quelque chose qui est collaboratif. D'ailleurs, c'est ce que je montre dans cette diapo, peut-être un peu compliqué, mais en fait, le changement climatique, c'est l'affaire de beaucoup de monde. C'est d'abord l'affaire des climatologues. Alors nous, on se situe là, on se situe ici et là, c'est-à-dire la mise en évidence du changement climatique, un petit peu ce que je vous ai montré en début d'exposé. C'est Météo France, CNRM, Centre national de recherche météorologique, qui dépend de Météo France. Ce sont des laboratoires comme l'Institut Pierre-Simon Laplace et d'autres laboratoires de recherche qui vont être plus spécialisés dans tout ce qui est études de la neige, etc. par exemple. La simulation de climat futur, ce sont les modèles qu'on met en œuvre pour obtenir les résultats que je vous ai montrés. Donc c'est encore une fois Météo France. C'est un laboratoire comme le CERFAT, qui est d'ailleurs sur le site de Météo France à Toulouse, l'IPSL, le labo de recherche, qui demande bien sûr la puissance informatique pour pouvoir donner des résultats et les mettre à disposition. Je vous montrerai sur la dernière diapo, vous aurez le lien, à disposition de tout un chacun, que ce soit le grand public ou que ce soit les professionnels. Il y a un site qui s'appelle DRIAS, où vous retrouvez toutes les simulations de changement climatique, que ce soit de Météo France ou des autres labos. Et puis après, bien sûr, changement climatique, c'est comment est-ce qu'on fait pour l'atténuer, comment est-ce qu'on fait pour s'y adapter. C'est là où le climatologiste passe la main aux autres. Et je suis ravi de me rendre compte que maintenant, depuis quelques années, il y a vraiment une prise de conscience, il y a vraiment un travail collaboratif avec tous ces autres organismes que je cite ici, les services de l'État notamment. Je prends un exemple, là dans le Cher, eh bien, les services de l'État se sont lancés dans une étude d'impact changement climatique territorialisé avec des plans d'action sur l'adaptation et tout, à partir des données qu'on leur a fournies bien sûr, mais à partir bien sûr aussi des études faites par tous les organismes parties prenantes, que ce soit les spécialistes de la forêt, de la biodiversité, des rivières, etc., etc.
Donc voilà, tous ces gens-là, hein, il y a un organisme, bon, l'ADEME, vous en avez entendu parler, un organisme que vous connaissez peut-être un peu moins, c'est l'ONERC, Observatoire National des effets du réchauffement climatique. En fait, l'ONERC, il faut savoir que c'est un organisme gouvernemental qui est le point focal du GIEC pour la France. C'est-à-dire, il récupère toutes les études venant de Météo France ou d'ailleurs, ils font de la communication beaucoup, et ils conseillent les pouvoirs publics sur les actions à mener pour atténuer ou adapter. Voilà, voilà. Donc voilà comment ça se passe au niveau des acteurs changement climatique. Et donc, ben, je vous avais promis, voilà, on va faire ça ensemble. On reprend un petit peu les photos hein, qui symbolisaient ce qui s'était passé en 2020. Et la question, c'est, voilà, pour les fortes températures, pour la canicule, est-ce qu'on peut considérer que ce qui s'est passé en 2020, est-ce qu'on peut l'attribuer au changement climatique? Réponse oui, réponse non. Est-ce que ça se reproduit ou se renforce dans le futur? Alors normalement, si vous avez tout écouté, si j'étais clair, normalement, vous devriez pouvoir répondre. Alors je vous écoute. Est-ce que je mets un oui ou un non dans la première case en face des températures, de l'augmentation de température et du risque de canicule? Est-ce que ce qu'on a connu cet été peut être attribué au changement climatique d'après vous? Oui? Ouais. Ben oui, oui, parce qu'en fin de compte, on a bien vu effectivement hein, ces augmentations, comment dire, quand on dit que l'été 2022 est le deuxième le plus chaud, etc., et puis que les bâtons devenaient de plus en plus rouges, ben effectivement, là oui, il y a un réel signal. Et donc à l'avenir, est-ce que ça peut se reproduire ou s'intensifier? Voilà, hein, je crois que c'est clair. Voilà. Après, la ressource en eau du sol. Bah oui, hein. C'est ce qu'on a vu, hein. On a vu que le sol s'asséchait hein, de plus en plus. Oui, 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 tout à fait. Et bon, là, effectivement, oui, bien sûr. Ce sont, on va dire, là vous avez les deux piliers. Si vous devez retenir quelque chose du changement climatique, là vous avez du robuste. Augmentation de température, augmentation des vagues de chaleur, diminution de la ressource en eau, par la combinaison du fait température et puis précipitation, ça c'est le robuste. Après, il y a peut-être des choses qui sont moins robustes ou moins certaines. Alors, là, ça représente des fortes inondations. Ah. Mais je suis content d'entendre non, mais alors, je serai un petit peu plus modéré. Je dirais oui pour les épisodes méditerranéens. Effectivement, c'est attribuable au changement climatique. Aucune certitude pour les autres. Voilà ce qu'on va retenir. Hein? Et puis, reproduction ou renforcement dans le futur. On a vu légère augmentation de l'intensité, des précipitations fortes pouvant générer des inondations, c'est ce qu'on a vu, mais avec un niveau d'incertitude. Retenir ça. J'insiste là-dessus parce que les médias, d'autres organismes, ont tendance parfois à donner des résultats. Voilà, ça va être ça. Sauf qu'on oublie de donner l'incertitude qui va avec. Alors quand c'est certain, ça va bien, mais donner l'incertitude à un résultat est un renseignement aussi important, voire plus important que le résultat qu'on donne. Sauf que les gens ne sont pas forcément acclimatés, si j'ose dire, à percevoir l'incertitude. On aime bien être déterministe, hein. C'est blanc, c'est noir. Les teintes de gris, on n'aime pas. Hein. Ça dérange les teintes de gris. Ou alors un organisme scientifique qui va dire c'est ça, mais on n'est pas sûr. On va dire oui, c'est incompétent. Ils ne savent pas. Alors que sur Internet, je regarde sur Facebook, sur Twitter, il y a n'importe qui va me dire ouais, ça va être ça. Météo France, ils disent qu'ils ne savent pas. Ben oui, ils ne savent pas. On n'est pas sûr. C'est ça la réalité scientifique. Savoir dire je ne suis pas sûr. Ben voilà. Oui, légère augmentation avec un niveau d'incertitude. Voilà la réalité. Augmentation du vent fort. Alors, est-ce que pour l'instant, on peut attribuer augmentation du vent fort au changement climatique ou pas? Non. Bah, pour l'instant, non, on n'a rien vu, on ne peut rien dire. Et pour la suite, on va dire ça. C'est-à-dire, alors ce que je mets là-dessus, ça ne veut pas dire qu'on sera incertain tout le temps. Hein. Ça veut dire que
Vous savez, le GIEC, hein, il se réunit tous les 5-6 ans. Hein. C'est pas pour rien, c'est pas pour le plaisir de se retrouver et de boire un coup. Hein. C'est que, au fur et à mesure, tous les organismes de climatologie du monde entier continuent à faire des études et tous les 6 ans, ils mettent les études comment dire, dans un pot commun et puis le GIEC fait une synthèse. Donc, on peut imaginer qu'au prochain GIEC ou le suivant, eh bien, il y a des avancées, par exemple, sur cette histoire de savoir s'il y aura plus de vent ou pas. C'est à ça que ça sert. Alors, j'ai mis dans le même paquet les forts orages et la forte grêle. Pour l'instant. J'ai mis partiellement, tout simplement pour la raison que je vous ai expliquée. Augmentation de la température, plus de vapeur d'eau, il y a plus de carburant pour l'orage. Donc certains orages peuvent être plus forts parce que il y a ça. Mais les orages les plus actifs, les plus construits, comme je vous dis, il y a d'autres phénomènes qui rentrent en jeu. Voilà, il n'y a pas que ça. Donc je mets partiellement. Et pareil, pas de résultat pour le moment, ben, voilà, à suivre. Hein. Et les feux de forêt. Oui. Voilà. En fait, je vous ai dit, il y a 2 piliers, 3. Mais le feu de forêt est plus, si vous voulez, un impact. Hein. On n'est pas sur du paramètre météorologique. Bon, le vrai paramètre météorologique, c'est température. Après, voilà. Mais température et puis humidité des sols. Voilà, ben, si vous avez réussi à répondre à tout ça, c'est que vous m'avez bien écouté. Alors, si vous voulez aller plus loin, c'est ma dernière diapo, vous pouvez consulter quelques ressources. Alors, la ressource la plus simple, c'est celle du haut. Elle est disponible voilà, sur le site que vous voyez ici, hein, c'est sur le site de Météo France, c'est une des pages de Météo France. Hein. Mais il vaut mieux y aller directement sur ce lien, c'est plus simple. Alors, ça vous permet de mettre... Vous retrouvez hein, des genres de choses que je vous ai montrées. Ça vous permet de mettre en perspective le climat passé d'un lieu. Alors ça peut être au niveau de la région, ça peut être au niveau d'une station, Bourges, Tours, etc. Et puis mettre en perspective le climat futur, un petit peu comme je l'ai fait, pour les températures, les précipitations, l'évolution de l'humidité des sols, etc. C'est commode, c'est accessible au tout public. Ça, c'est très bien, mais alors, il y a tellement de choses dedans qu'il faut vraiment le prendre en main. Alors, si vous avez envie, hein, il n'y a pas de problème, il y a un guide qui va avec, hein, qui est en ligne, qui est gros. En ayant écouté ce que je vous ai raconté, peut-être que vous arriverez à vous en sortir, mais là-dedans, il y a tous les modèles, et comme il y a beaucoup de modèles, eh bien, on ne sait pas trop quoi prendre pour qualifier ce qu'on cherche. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un site qu'on conseille beaucoup aux autres organismes pour pouvoir prendre en compte les résultats et les travailler après dans leurs études d'impact. Mais le grand public y a accès. Donc si vous voulez farfouiller, si vous voulez vous amuser, ben, vous pouvez y aller. Hein. Vous verrez, il y a beaucoup de choses intéressantes et vous retrouverez certaines choses que je vous ai montrées. Voilà. Et je vous remercie. Voilà. Alors, n'hésitez pas si vous avez des questions sur cet exposé. Oui. Merci beaucoup, Philippe, pour ton exposé. C'est à propos de cet assèchement de la surface des sols. Du coup, ça, pour notre région, par exemple, est-ce que tu sais, ça nous emmène à quel genre de climat, disons, entre guillemets, actuel? On s'en va où? Vers le Sahara? Enfin, voilà, vers le Maghreb? Enfin... Ouais, ça c'est compliqué parce que, bon, effectivement... Là, ce que j'ai montré, c'était un scénario pessimiste. Hein. Vous avez vu, hein, bon, j'aurais pu faire la même chose dans un scénario optimiste aussi, mais j'ai voulu vous montrer le maximum. Mais effectivement, on est sur quelque chose, peut-être pas Maghreb, mais quelque chose qui peut s'apparenter effectivement à quelque chose de méditerranéen au sud de la France. Hein. Certaines régions du sud de la France. Oui. D'ailleurs, c'est bien que tu poses cette question-là, parce que... j'étais l'autre jour à Châteauroux, on participait à une formation des élus hein, de l'Indre, 250 élus, voilà, sous l'égide c'était le préfet qui avait organisé ça. Et il y a des agriculteurs qui sont venus témoigner un petit peu de leur expérience du changement climatique. Et il y en a 2
qui se sont lancés dans la culture de la lavande dans l'Ain. Il faut oser, hein. Alors, je pense que ces agriculteurs-là sont plutôt du style à ne pas forcément rechercher le rendement et puis la rentabilité de suite, hein. Ils nous ont dit que c'est un marché de niche. En 2022, ça a très bien marché. Mais 2022 était particulier. Ça ne veut pas dire qu'en 2023, ça marchera, hein, voilà. Mais ils tentent de faire de mettre en place des cultures qui sont actuellement plus méditerranéennes, parce que peut-être le climat s'y prêtera. Après, ben, il y a toujours l'histoire de dire, ben, ça c'est un sujet, ça fait depuis que je suis là que je l'entends, hein. Bon, le maïs, est-ce qu'il faut continuer à faire du maïs? Moi, je vais rester, je suis climatologiste, hein, je ne vais pas rentrer dans des querelles, mais bon, le maïs c'est une plante tropicale, hein. Quand on a dit ça, on a tout dit, hein. Voilà. Donc, ça, c'est un souci après, hein. Après, peut-être que l'INRAE réussira à faire des espèces de maïs ou d'autres plantes qui seront plus robustes au changement climatique. C'est possible aussi. Mais il y a une vraie prise en compte de tous ces organismes pour à la fois atténuer, parce que atténuer, c'est la première des choses à faire, bien entendu, hein. Alors, il faut éviter d'émettre des gaz à effet de serre. Bon, ok. Mais de toute façon, on y va, hein, on y va, donc il faut s'adapter. Atténuer, ça permet de s'adapter en se prenant le mur de manière moins violente. C'est un peu l'idée. Voilà. Bon. Mais je pense qu'il y a beaucoup d'idées, hein, malgré tout, hein. Il y a beaucoup d'idées. Après, moi j'ai entendu des choses intéressantes aussi, notamment dans l'étude qui est menée dans le Cher, portée par la DDT sur l'adaptation territoriale au changement climatique. Les forestiers notamment ont étudié le fait que certaines espèces d'arbres qui sont actuellement là, ben, ils n'existeront plus. Hein, et qu'on aura des espèces d'arbres qui sont actuellement en région méditerranéenne. Vous voyez? Donc tout ça, c'est-à-dire on ouvre la boîte du changement climatique, c'est une boîte de Pandore, hein. Après, il y a plein de choses qui en sortent, hein, qui ne sont pas du domaine du météorologiste, hein. Oui. Est-ce qu'on peut avoir, je sais pas, sur un site, est-ce qu'on peut avoir une carte du trait de côte du littoral, la variation selon les scénarios? Je ne saurais pas vous dire, parce que la variation du trait de côte n'est pas de la compétence de Météo France, même si on peut être associé à des études, bien entendu, hein, voilà. Alors, je ne sais pas, est-ce que le BRGM, je pensais au BRGM. Sur BRGM, c'est l'augmentation des risques, mais c'est à la fois Ouais. l'effondrement des falaises, lié à la montée des eaux et à une fragilisation des falaises. C'est ce qui est étudié notamment sur toute la. D'accord. Ou l'hygiène, peut-être? Dans les Ouais. grandes tendances, c'est pas. J'imagine en tapant dans le moteur de recherche, hein, voilà. Et les phénomènes effectivement d'érosion, enfin l'augmentation de trait de côte due à l'augmentation du niveau de la mer plus érosion, oui. Oui, quelqu'un qui veut acheter sa résidence secondaire. Oui. Je suis dans Oui. l'eau. Oui. Absolument. C'est des détails. Absolument, ben oui, c'est un impact parmi tous les impacts qu'on peut imaginer. Oui. C'est vrai qu'on peut fouiller maintenant, ça ouvre la porte à plein de choses. Moi, je me souviens d'une conférence de Pell, ça il y a déjà un certain nombre d'années. Il a beaucoup évolué aussi lui-même. Enfin bon, il habitait dans sa belle cité médiévale de Rodemack. Et il disait, il y a déjà très longtemps, bon, la Lorraine va devenir attractive avec la remontée des climats, mais en fait, on ne peut même pas dire ça, parce que quand on voit votre carte, on s'aperçoit que c'est très chaud à l'est. Ouais. Le littoral atlantique est particulièrement chaud. Oui. On a vu cet été d'ailleurs des étonnants, parce qu'à Bretagne, il y avait très chaud. On se disait, c'est peut-être le seul endroit où on pourrait être au frais, c'est pas vrai. Donc, ce que disait Pell. J'ai tendance à dire, je pensais à la Normandie. Je ne sais pas si on reprend ces cartes-là. Ouais, encore. Ouais. C'est pas forcément évident. Hein. Parce que même la Bretagne, c'est vrai, a des couleurs qui ressemblent aux nôtres. Peut-être effectivement, on a plus. C'est pire que l'Est. Ouais. Où il faut habiter en France, ou ça va être le plus agréable? Ça dépend ce qu'on cherche.
Bon, quel âge on a, ça dépend de plein de choses. Enfin, Bourges, j'en sais pas, on a souvent des records comme la France, c'est assez étonnant. Ah ben, on est quand même dans un climat, enfin, c'est difficile maintenant d'étiqueter les climats tels qu'on a pu l'apprendre à l'école, parce qu'au final, ça ne veut pas dire grand-chose en fin de compte. L'étiquetage du géographe n'est pas forcément l'étiquetage du météorologiste. Voyez, mais c'est vrai que dans des situations estivales où on se retrouve par exemple avec un vent de sud ou de sud-est, eh bien, le fait qu'on ait juste au-dessous de nous le massif central fait, alors je ne parlerai pas d'effet de feu, j'irai pas jusque-là, mais parfois, on peut avoir une augmentation de phénomène de température dû au fait que le massif central est en dessous et nous protège un peu. Possible. Concernant tout ce qui est événements climatiques brusques, cyclones, tornades ou autres, il y a un caractère un peu contre-intuitif, à la fois parce qu'on entend, vous avez plus parlé, une attention est accrochée, mais aussi parce que dans le moteur énergétique, l'augmentation de température, si on regarde du point de vue physique, on a tendance à se dire, bah oui, s'il y a plus de température, de chaleur, ces phénomènes forcément seront soit plus nombreux, plus fréquents ou plus violents dans leurs effets. Comment du coup expliquer cette part d'incertitude finalement qu'on a sur en fait, je différencierai deux phénomènes. Vous parliez des cyclones et vous parliez des tornades. Bon, là j'ai parlé de choses métropolitaines, mais dans les scénarios de changement climatique, avec une assez bonne incertitude, l'intensité des cyclones devrait être plus importante. Mais on est dans deux phénomènes qui peuvent se ressembler, mais qui ne se ressemblent pas. Une tornade, c'est associé à un orage. C'est un phénomène de petite échelle géographique, et ce qui crée la tornade, ce n'est pas tant le fait que le sol soit réchauffé et qu'il y ait énormément de vapeur d'eau, ce sont plutôt des phénomènes associés à l'altitude. Notamment l'invasion d'air froid et plus sec en moyenne troposphère vers 5 ou 6 000 mètres d'altitude, le fait que les vents changent de direction en montant en altitude, plein de phénomènes qui font qu'on peut créer une tornade. Donc, vous voyez que du fait, l'augmentation de la température n'est qu'un élément parmi d'autres, mais l'impact du changement climatique sur le fait qu'il y aura plus ou moins d'évasion d'air froid et sec en moyenne troposphère, voilà. Alors que le cyclone, lui, a une mécanique, on va dire, qui est beaucoup plus corrélée à la température de la mer, enfin à l'énergie qu'elle puise dans un environnement chaud et humide. Hein, voilà. Il y a d'autres éléments aussi en altitude, il n'y a pas que ça. Mais peut-être que le cyclone est plus sensible aux conditions de surface que la tornade. Voilà, ça explique ces incertitudes-là. Il faut vraiment réussir à analyser les impacts sur tous les éléments qui créent une tornade. Et il y en a. Hein. Il y en a. Ce qui frappe le plus, comme ce que vous avez montré, c'est quand même l'Afrique, par exemple, les déserts, effectivement, les plus touchés, c'est quand même le sud, enfin les plus pauvres, en fait. C'est ça. Il va y avoir des déplacements, des migrations climatiques importantes. Compliqué après, effectivement. C'est géostratégie climatique. Ouais. Mais là, on rentre dans des domaines qui dépassent largement le météorologiste, mais c'est pour ça, mine de rien, que le GIEC est un organisme intéressant, parce que le GIEC regroupe à la fois des climatologues, c'est important, c'est la donnée d'entrée, mais après des sociologues, des économistes, et tous ces métiers-là, toutes ces spécialités qui font qu'au final, le GIEC permet d'éclairer les politiques, et pas qu'avec des éléments climatologiques. Voilà. Mais moi j'aime bien, si vous voulez, bon, moi je mets bien le périmètre de ma présentation au niveau purement climatologique, parce que je pense, je crois à la vertu du partenariat, enfin du travail partenarial entre le climatologiste qui va faire ces scénarios et après les autres organismes qui prennent
en commentent les résultats pour être vraiment compétents dans leur domaine. Parfois, il y a trop de gens, d'organismes, qui ont tendance à parler un peu de tout. Alors évidemment, quelqu'un qui a compris le changement climatique parlera aussi bien, pourra refaire ce que j'ai fait là, même s'il n'est pas météorologiste, il n'y a pas de problème. En revanche, nous, météorologistes, on ne pourra pas parler pour des spécialistes des effets sur la forêt ou sur autre chose. Donc voilà, il faut travailler en partenariat les uns avec les autres. Et puis ça semble être de plus en plus le cas. Prise de conscience de plus en plus importante des gens et des organismes, qu'ils soient institutionnels ou autres. Dernière question. Alors peut-être justement sur cet effet retour, vous avez cité les laboratoires de recherche, je pense que c'était là. Vous nous avez expliqué comment la climatologie pouvait participer à la compréhension et à la prévision. Est-ce que justement il y a aussi cet effet retour d'autres domaines de recherche, notamment par les forestiers? On pourrait imaginer sur une perte en quantité d'évapotranspiration liée à des sols plus secs, moins de végétaux, moins de forêts, moins d'espaces humides, et que finalement cela pourrait être pris en compte dans les modèles climatiques à l'avenir en réduisant l'incertitude pour arriver sur des scénarios qui seraient peut-être de plus en plus durs en termes de perspective. Effectivement, il y a tout ça. Et c'est vrai que c'est complexe, les actions, rétroactions, etc. Vous citiez tout ce qui est effectivement forêt ou déforestation ou modification des sols. Effectivement, tous ces effets-là sont après réinjectés dans les modèles pour voir comment ça peut jouer. Il y a quelque chose d'assez célèbre, c'est par exemple la fonte des glaces au pôle Nord, enfin tout ce qui est le permafrost par exemple, et la libération possible de méthane. Et on se rend compte que cette libération, elle est peut-être plus rapide qu'on croit. Donc il y a toujours un recalage, il y a toujours une injection, on va dire, dans les modélisations de ces réalités-là pour réussir à refaire des scénarios mis à jour. Voilà. Donc d'où l'intérêt d'avoir des GIEC régulièrement, parce que ce n'est pas uniquement pour savoir si on en saura plus sur les orages et tout ça, c'est aussi pour voir l'effet de certains impacts en rétroaction sur le comportement climatique, effectivement. Ouais. C'est des flèches dans tous les sens, en fin de compte, ce système. C'est pas uniquement descendant, c'est des retours, effectivement. En tout cas, on peut vous remercier, même si nous conduisons. Merci à vous de votre attention et puis de vos questions. Voilà. Donc, voilà, on va voir comment l'année prochaine va se comporter. Même en fin d'année déjà, l'intégration de toutes les... Voilà. Donc déjà, on va voir si 2022 est l'année la plus chaude. Déjà. Première des choses à suivre. Voilà. Je vous souhaite de bonnes soirées. Merci.